Bon, pour comprendre le sujet, il faut d'abord parler un tout petit peu des opérations psychologiques. C'est quoi les opérations psychologiques? Tout d'abord, c'est un concept qui est très ancien. Si vous lisez en dessous, vous avez une idée de ce que c'est. Vaincre sans devoir se battre. Si on réussit à agir directement sur l'esprit de l'adversaire, on peut gagner des batailles sans avoir tiré une seule balle. Le concept est assez ancien et ça a été pratiqué sous pas mal de formes. Je vous donne en dessous, mais aussi si vous regardez les draka des Vikings, là il y a un dragon pour faire peur à la population. Ils vont venir ça, ils vont penser voilà des monstres, ils vont partir en courant et après prenez les choses qui restent, c'est beaucoup plus simple s'il n'y a pas d'adversaire. Et c'est un sujet très important pendant tous les conflits, très formalisé, très formaté pendant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout pendant la guerre froide, mais mon compatriote va en parler un tout petit peu sur le côté allemand. Bien sûr, il y a une définition de l'OTAN qui est pratiquement identique à la définition allemande, parce qu'il faut dire une chose, au sein de l'OTAN, malgré le fait qu'il y ait une doctrine de Information Operations et des opérations psychologiques, tous les membres de l'OTAN ne pratiquent pas ce domaine. Disons, les Américains le pratiquent, les Britanniques, les Allemands, les Roumains, les Polonais. Les autres pays ont certaines capacités, mais ils ne sont pas si bien développés. Et parfois, il est aussi un peu bizaté. Par exemple, en France, en 1962, on a arrêté les actions psychologiques. Depuis, c'est interdit en France, si vous voulez, sauf les éléments qui étaient là pour influencer la population civile en France métropole pendant la guerre d'Algérie ont survécu. Et ce sont les ancêtres des SIRPA, des services d'information et des relations publiques des armées d'aujourd'hui, ou de la DICODE, Direction d'information et de communication de la défense. Là, il y a un fil rouge que je connais très bien, entre autres parce que mon épouse a travaillé dans le domaine. Et, grande surprise, si la France part en mission et s'il faut faire des opérations d'influence, à qui est-ce qu'on fait appel? Un bon membre de la DICODE et des SIRPA. Étonnant, non? Comme vous voyez, les opérations psychologiques, c'est un sujet qui n'a pas cessé d'être pratiqué pendant les conflits des années 90 et des années 2000. Là, vous voyez la guerre d'Irak, les guerres en ex-Yougoslavie, mais aussi en Afghanistan. Et ça nous amène pourquoi et dans quel contexte les opérations psychologiques, les opérations d'influence sont pratiquées aujourd'hui. Et là, on va parler 3 secondes de la guerre moderne. La guerre moderne, c'est une expression des années 50-60, aussi plutôt mal vue aujourd'hui en France, qui a été, disons, rendue populaire par un colonel français, Roger Tronquier. Mais en réalité, c'est un concept et un type de conflit, les conflits asymétriques, qui est en rien de nouveau. Ça a toujours existé. Vous voyez, il y a un tas de dominations historiques, et tout ça, ça veut dire la même chose. Aujourd'hui, on les appelle les conflits asymétriques, parfois aussi conflits dissymétriques, mais en réalité, ce sont tous des conflits qui mettent deux adversaires en face de l'un de l'autre. D'un côté, des forces de l'ordre, ça peut être une armée, mais ça peut être aussi une force de police, une gendarmerie, peu importe quoi, qui est organisée de manière classique, qui est soutenue par des structures étatiques, et de l'autre côté, disons une structure beaucoup plus amorphe, qui essaie de gagner de la légitimité et de renverser l'ordre sur place. Et pas en s'appuyant sur des moyens militaires classiques, mais sur le terrorisme, la guérilla, les opérations de propagande, l'influence, la coercition, etc. Rendu très populaire par Mao Zedong, ce concept de défense stratégique, équilibre stratégique et offensive stratégique, c'est-à-dire on commence avec des moyens assez soft pour créer une base et après on passe à des étapes suivantes. Ça a été aussi repris par l'Occident en tant que concept contre qui il faut se battre. Centre de gravité, bien évidemment, c'est toujours la population. Pourquoi? Parce que c'est la population qui soutient une rébellion, qui soutient une insurrection, avec tous ses moyens.
Comment est-ce qu'on, en tant que rebelle, en tant qu'insurgé, est-ce qu'on force la population, ou convainc la population à le faire? Bon, tout d'abord par un travail politique, en les payant. Par exemple, en Afghanistan, vous avez des salaires moyens normaux pour une famille de 80 à 100 dollars par mois. Sauf que les talibans payent le double, voire le triple. C'est clair, dans ce cas, vous n'allez plus travailler en tant que fermier, surtout si les temps sont durs et s'il y a des mines partout, mais vous allez faire des choses pour les talibans. L'action militaire, c'est-à-dire en gagnant des actions militaires aussi on recrute, on sème la terreur, style s'il n'y a pas de coopération dans un village, on va flinguer quelqu'un, et la prochaine fois qu'on fait appel à des volontaires, surprise, il y en a. Une organisation religieuse, au moins dans des régions comme l'Afghanistan, où la religion joue un rôle important, et la propagande. Là, je ne vais pas m'arrêter. Je considère que Tranquier, encore plus important que Galula, et Petraeus sont connus. Mais en tout état de cause, s'il faut comprendre la contre-insurrection et les opérations d'influence, au lieu de lire des doctrines officielles de l'armée allemande ou de l'OTAN, vaut mieux de lire ces deux livres et après la doctrine américaine. Parce qu'en réalité, c'est ça que nous faisons tous, peu importe ce qu'il y a dans les doctrines nationales. Quelques mots concernant la terminologie. Il y a des opérations d'influence, information operations. Malgré le fait, comme mon collègue va expliquer, qu'en Allemagne, on parle des opérations d'influence dans un autre contexte, ou les opérations informationnelles, ce concept comprend plus d'opérations psychologiques, ce qu'on appelait il y a 100 ans la propagande, sauf qu'aujourd'hui, bien évidemment, mentir, c'est interdit. Non, disons l'ironie, ça me va très mal, parce qu'en réalité, c'est bête de mentir. Ça marche une fois, ça marche deux fois, la troisième fois, ça ne marche plus. On a perdu toute crédibilité. C'est pourquoi on évite de le faire. Et ceci distingue les opérations psychologiques d'aujourd'hui de la propagande de jadis. La communication, c'est-à-dire relations presse, radio, TV, etc. Là, on communique ouvertement. Le CIMIC, la coopération civilo-militaire, et les comportements de la troupe. Ça, c'est ce que je appelle autre. Parce qu'en réalité, l'ensemble de l'effort s'inscrit dans l'effort d'influencer la population, de gagner la crédibilité, la légitimité et le soutien. Ça marche comment? Simplement dit, en commençant à 9h avec le renseignement, c'est primordial. Il ne faut pas uniquement connaître le terrain physique, mais aussi il faut connaître les esprits. Et là, les choses commencent à devenir graves plus tard, mais je vais en parler. Le travail politique, les opérations psychologiques, le travail de police et de l'administration, et il faut que ça fonctionne. Des actions militaires, mais ça fait que 10%. Et last but not least, la reconstruction et le développement. Si tout ça marche, même dans la main, on arrive au bout d'une insurrection. Et si les militaires se comportent mal, par exemple, si en Afghanistan, si vous vous baladez avec des lunettes de soleil et vous parlez à des gens, ça va être contre-productif. Par exemple, en Afghanistan, les gens croient qu'avec les lunettes de soleil, on peut regarder à travers les burqas. C'est-à-dire, vous vous baladez avec ça. Je sais, il y a une photo de moi avec les lunettes de soleil. Je l'ai mis une fois pour la photo et plus jamais après. Parce que si vous faites ça, ils vont dire, voilà, ce sont des envahisseurs et maintenant ils regardent nos femmes toutes nues. Encore pire, si vous arrivez comme les Américains en tant que Stormtroopers, comme là dans la guerre des étoiles, blindés de A à Z, et vous demandez une chose à quelqu'un. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Traducteur, traduis ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Où est le truc là? Ça ne marche pas. Peut-être, lui, il a tout simplement dit savoir s'il faut aller à droite ou à gauche. Sauf l'Afghan, il veut être terrifié, il va là, le Robocop en face de lui. Là, on a perdu une bataille. Si la semaine suivante, il y a quelqu'un des talibans, on dit voilà, ce sont tous des méchants. Il dit, oui, je sais, j'ai vécu ça. Prenons l'exemple de l'Afghanistan.
Voilà, comme j'ai dit, le centre de gravité, c'est la population. Et vous avez deux groupes. La communauté internationale et le gouvernement légal. Et de l'autre côté, vous avez les insurgés, des groupes fondamentalistes religieux et la criminalité. Alors, Afghanistan, quand j'ai quitté le pays, c'était, je crois, 12 millions de dollars de bénéfices par an avec la drogue. Alors, c'est clair que ces gens jouent un certain rôle et qu'ils n'aiment pas que ça s'arrête. Et c'est vachement compliqué, parce que ce que nous faisons, en éradiquant par exemple les poppies, c'est pas très efficace. Il y a un tas de raisons pourquoi. Parce que déjà, il y a des raquettes de protection, il y a des choses qui sont cachées, si on éradique le poppy dans toute une région, d'un seul coup, on aura créé des 10 000 de souteneurs de talibans parce qu'on a mis en chômage un tas de fermiers qui veulent tout simplement survivre. Et en plus, c'est un business dans les deux sens. Parce que si vous regardez l'héroïne, on a besoin de quoi? De moyens chimiques pour faire en sorte que le poppy devient de l'héroïne. Et ça n'arrive pas d'Afghanistan, c'est emporté. Alors parfois, il vaudrait mieux de téléphoner à Bayer et à BASF afin que ça s'arrête. Ou à Sanofi, Aventis, ou je ne sais pas quoi. Les programmes, ça s'inscrit dans un grand concept. Sauf si vous regardez ces concepts, c'est très joli. C'est très très joli. Sauf qui sait qu'est-ce que ça veut dire. Vous êtes sur place en tant que spécialiste dans les opérations psychologiques, sauf si vous êtes américain, 4 à 6 mois, grand maximum. Imaginez-vous, vous arrivez, je ne sais pas quoi, à Perpignan. Après 6 mois, vous savez où se trouve le Super U, n'est-ce pas? Vous avez une, deux ou trois un bar qui vous habituez. Peut-être vous avez fait quelques copains ou une copine, mais ça ne s'arrête pas là. Vous ne connaissez pas tout à Perpignan. Sauf vous parlez la langue, c'est la même culture, le même pays, etc. Maintenant, vous parachutez des gens d'une vingtaine de pays dans un autre pays qui ne parlent ni la langue, ni l'autre langue, ni la troisième langue, qui ne partagent pas la culture et qui sont très souvent ne même pas formés en opération psychologique parce que, comme j'ai exposé, c'est une forme multinationale, une vingtaine de pays, mais uniquement 4 ou 5 pays s'entraînent vraiment à cela. Alors, ça donne le grand B. Alors tout ce programme, c'est super. Et sur le plan, ça l'est super. Et quand il y a un politicien, en général à 3-4 étoiles, ou 4-5 dans le système français, tout le monde est content. Sauf 4-5 étages plus bas, ça ne marche plus. Voilà, il y a un tas de moyens de faire des opérations psychologiques. Mais par exemple là, ça c'est une présentation officielle où j'ai piqué ça. Internet. Waouh! Est-ce que vous savez combien de personnes en Afghanistan ont accès à l'Internet? 2% de la population. Mais nous coulons de l'argent considérable dedans. Une chose qui marcherait bien, ça serait de faire appel à des bardes. Il y a une grande culture des bardes en Afghanistan. Alors payer une vingtaine, trentaine, quarantaine de bardes pour chanter le bonheur de la FIAS et du gouvernement Karzai. Sauf expliquer ça à un colonel, à un général, elle va dire « Il ne vous croit pas. Du tout. » Il dit « Voilà, Internet, c'est moderne. TV, formidable. Dans un pays où il y a peut-être 15% de la population qui ont de l'électricité. Et peut-être 30 qui ont déjà vu une télévision de la vie. Mais on coule de l'argent de la TV. Au lieu d'utiliser des moyens classiques. Print, même chose. 15% de la population savent lire et écrire. Ce n'est pas très efficace. Ce qui marche, c'est sans le contact direct, mais là, une fois de plus, il faut être sur place. Vous arrivez une fois, vous êtes le nouveau arrivé. Vous arrivez une deuxième fois, il commence à vous connaître. Après 3-4 fois, après quelques thés et fruits partagés, il a la confiance qui s'installe. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Vous partez. Pour vous, c'est décevant. Pour les Afghans, c'est une vraie casse-tête parce que tous les 4 mois, tout le monde change. Et en plus, c'est pas que tout le monde change au même moment, mais il y a un changement perpétuel. Ils ne savent pas qui vont trouver s'ils appellent ou s'ils se présentent dans une base internationale parce que d'une semaine à l'autre,
tout peut avoir changé. Sauf la contre-transaction, c'est la confiance. Comment voulez-vous influencer quelqu'un si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas d'idée comment il fonctionne, quels sont ses besoins, etc. Et même si j'ai le type le plus génial en tant que prédécesseur, et c'est les 4 semaines pour me briefer. Alors, il me briefe 4 semaines, je suis là pendant 2 mois, et je briefe pendant 4 semaines mon remplacement. Sauf si dans mon cas, mon prédécesseur était parti avant. Je peux recommencer à zéro. Voilà, prenons un cas pratique où il y a des problèmes dans tout cela, le renseignement. Pourquoi? Parce que c'est ma spécialité. Voilà, SHAPE, quartier général en Europe, le quartier général de la FIAS à Kaboul, puis il y a 5 commandements régionaux, plus le CJ-POTF. Le CJ-POTF, c'est le Combined Joint Psychological Task Force. Autrement dit, le groupement tactique interarmé et interallié en matière des opérations d'influence. Ça vous prend 6 semaines pour comprendre ce que ça veut dire. Et déjà, votre mission est à moitié terminée. Alors, le CJ-POTF, qu'est-ce que c'est? Ce sont 200 hommes et femmes, dont environ 40% des civils, d'une 25 de pays, à peu près la moitié, à l'époque où j'étais là, c'était des Allemands, mais c'est un commandement pour une unité interalliée, ce n'est pas une unité allemande. Ça a des avantages, ça a des désavantages. L'avantage, c'est que vous pouvez oublier pour une fois votre chaîne hiérarchique nationale. Normalement, avec la double casquette, ça complique la vie. Ça, c'est vraiment autant, comme les structures de l'OTAN en temps de paix. C'est-à-dire, vous pouvez bien ignorer vos chefs allemands, dans mon cas, ce que voudrait dire que je pourrais travailler. Par exemple, en tant qu'opérateur de nos opérations psychologiques en France, il faut que je contacte la population civile. Alors, je suis sorti 3-4 fois par jour à pied. Déjà 3-4 fois, c'est pas prévu, et à pied, c'est interdit. Alors, en tant qu'Allemand, j'aurais eu des problèmes. En tant qu'international, personne ne se sentait responsable, tout le monde pensait que j'étais autorisé. Et, le fait que je me suis autorisé moi-même, on n'en a pas parlé. Autre exemple, pourquoi il y a des problèmes sur place. Parlons uniquement des renseignements. Normalement, ça marche comme ça. Vous avez un plan. Vous dites, voilà, ça, ce sont les choses que je dois savoir. Alors, vous faites un plan. Il faut que je collecte ces informations. Après, vous attribuez vos moyens. Vous dites, voilà, je vais faire ça, 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 ça. J'ai 2 ou 3 équipes. J'ai la possibilité de hacker un site web, de faire des choses comme ça. J'ai des contacts, j'ai des potes, j'ai je ne sais pas quoi. Mais aussi, j'ai des contacts dans des autres organismes de l'OTAN. Je peux échanger, je peux faire du troc pour certaines informations, voilà. Après, vous collectez les informations, vous les organisez. À un moment, organisé. Avec quoi? Avec les anciens ordinateurs pourris? C'est un problème. Dans certaines unités que je connais, il y a des gens qui utilisent des logiciels faits maison. C'est-à-dire, ils convertissent les informations en HTML. Les sites web est compatible avec Microsoft Explorer 5.0, au cas où. Et après, comment est-ce que vous allez chercher ça? Avec Windows 2000. Après, il faut vérifier les informations. Là aussi, le problème, s'il n'y a pas le courant qui se passe entre les acteurs, vous ne saurez jamais comment vérifier ça, parce que vous avez peut-être 2, 3, 4 sources, si vous êtes heureux, mais si vous avez une seule source, il faut chercher quelqu'un qui pourrait savoir la même chose dans un autre service, et discuter avec lui pour avoir une vérification indépendante. Sauf si les autres vous n'aiment pas, ou ne comprennent pas qu'est-ce que vous faites, ou vous le considérez comme la concurrence. La concurrence entre alliés, est-ce que ça existe? Voilà quoi. Après, il faut tirer des conclusions, après, il faut faire des rapports. Sauf qu'il faut que quelqu'un les lise. Il y a une chose concernant ça dans un instant. Sources et moyens. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Nous avons des sources ouvertes et des sources classifiées. Ouvertes, c'est surtout human intelligence. C'est-à-dire, on parle avec des gens, face-to-face, ça veut dire on rencontre des gens, parfois dans la rue, parfois des gens qu'on connaît. Focus groups, c'est pour tester des produits, mais aussi pour prendre la température. C'est-à-dire, ce sont comme des clubs qui se réunissent de temps en temps, où vous êtes partant, vous buvez un thé, vous buvez 3 thés, vous discutez,
et vous écoutez très bien qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils ne racontent pas. Contact direct. Bon. J'aimerais bien dire quelque chose concernant ça, mais malheureusement là il est secret défense, parce que contact c'est peut-être la chose la plus intéressante et la plus fascinante qui pourrait arriver. Boîte aux lettres, tout simplement, nous avons des journaux, des choses comme ça que nous distribuons. Nous mettons une boîte aux lettres pour avoir des réponses ou de notre audience si on parle de la radio. Ils parlent de tout. Ils font des lettres à l'éditeur. C'est une source. C'est important. Ok, on regarde Internet, TV et radio dans un pays où les trois n'ont aucune importance. Mais si vous l'avez fait, en contrepartie, nous étions interdits de le faire au Pakistan, malgré le fait que la majorité des soutiens du planning et des structures des talibans se trouvent au sud de la ligne du Rang. C'est peut-être le Pakistan. Observation, patrouille, formellement interdit, au moins pour les Allemands. Peu importe, c'était intéressant, c'était une expérience. Et la presse locale, ça c'est plus intéressant parce que là, au moins à Kaboul, il y a des gens qui écrivent des choses qui sont assez ouvertes. Sinon, on partage, théoriquement. Parce que ça donne ça. Moi, j'étais ici. Théoriquement, j'aurais dû m'échanger avec les opérations psychologiques au niveau régional, avec le deuxième bureau de l'OTAN à Kaboul, et avec les opérations psychologiques en Belgique. Parce que ça, c'est où se trouve le quartier de l'OTAN en Europe. Eux, on n'a eu aucun contact. Parce que nos logiciels et nos ordinateurs fonctionnaient d'une manière différente qu'eux. Parce que nous avions des gens qui ne faisaient pas partie de l'Alliance, c'est-à-dire c'était impossible à migrer des données ou même échanger des emails entre les deux systèmes. C'est-à-dire, nous n'avons jamais utilisé les ordinateurs de l'OTAN, NATO Secret, et le courant ne passait pas, point barre. Là, avec CJ2, quand je suis arrivé, ils nous ont même plus invités pour les conférences de renseignement hebdomadaires. Ça m'a pris 6 semaines pour changer ça. À la fin, ça a fonctionné. Sauf une fois de plus, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'information après? Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Pas grand-chose. Vous vous rappelez de la bataille de Kapisa? Ok. Simplement dit, à l'époque, le Kapisa était plutôt calme. Il y avait quelque chose qui s'annonçait. C'était clair parce que la propagande était de plus en plus agressive. Nous avions un tas de petits indicateurs, de signaux faibles. Mais on nous a ignorés. Ils ont dit, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Ils ont dit, pourquoi? La propagande, c'est pas grave. Et personne ne tire. Ils n'ont jamais informé le commandement régional, ni le task force là-bas. Nous avons essayé de faire ça nous-mêmes, sauf ce n'est pas prévu. Alors, ils n'ont même pas répondu à nos coups de téléphone. Et là, ça c'est le centre des opérations psychologiques de l'armée allemande, ou plutôt des opérations d'information de l'armée allemande. En théorie, ils ont une section d'analyse. Simplement dit, ils sont là pour nous soutenir avec des renseignements. Le renseignement est généré en utilisant Google et en lisant des journaux qu'on les envoie depuis l'Afghanistan, qui ont normalement 4 à 6 semaines de retard. Il y a 5 ou 6 militaires qui travaillent sur cela. Ils font des rapports, les rapports atterrissent chez nous et sont basés sur les choses que nous les avons envoyées. C'est-à-dire, nous retrouvons les choses qui nous ont déjà communiquées. C'est bien, parce qu'ils nous confirment ce que nous avons déjà dit. Sauf, après nous faisons un rapport, nous basons sur la chose qu'ils ont fait, ça atterrit chez eux, ils disent ça, ils disent, oh classe, c'est la chose qu'ils nous ont déjà communiquée, ça correspond. Alors, l'information circule en boucle, et c'est n'importe quoi. Et ça n'a aucune connexion avec la réalité. Kapisa, 2008-2009. Ça, c'était la prévision officielle. Le point site et la prévision. Si vous regardez ces régions, le nord, où sont les Allemands, maintenant, c'est complètement rouge. Personne n'a vu quelque chose. Pourquoi? Les gens sont partis, chacun a pensé à ses 4 mois, personne ne s'est intéressé aux signaux faibles, et
avec le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de gens entraînés en renseignement, ni en information psychologique, ni en opération d'influence, l'information s'est évaporée, et ils ont toujours regardé le principe, mais voilà, ça va s'améliorer. D'ailleurs, vous voyez, le CAPISA ici aussi, c'est vert. Voilà, quel est l'avenir? Ça, c'est la grande question. Est-ce que nous pouvons gagner le conflit en Afghanistan? Oui. Est-ce qu'il est trop tard? Non. Normalement, on dit une insurrection qui va gagner en 7 à 10 ans. Nous sommes là depuis 2001, ils n'ont pas gagné, c'est-à-dire ils vont commencer à perdre maintenant. Une contre-insurrection qui fonctionne prend entre 12 et 17 ans. C'est-à-dire, normalement, nous sommes en ascendance. Petit 2, depuis l'arrivée du général Petraeus et depuis l'arrivée du général McChrystal, le mode de fonctionnement a changé. Avant, nous avions un chef qui a dit « Je m'en fiche des renseignements, dites-moi tout simplement où je peux larguer mes bombes. » Ah, super. Et maintenant, c'est exactement l'opposé. C'est vraiment comment est-ce qu'on va gagner les cœurs, les esprits des Afghans, comment est-ce qu'on peut éviter de commettre encore plus de gaffes, et comment on peut se concentrer sur les vraies menaces. Ça va être lent, ça va être dur, surtout ça va être sanglant, surtout pour nous, parce que se cacher dans des bases, sans être en contact perpétuel avec la population, ce n'est pas possible. Mais c'est une question de volonté politique. Si le gouvernement soutient ça, ça va fonctionner. Les militaires sont partants, les formations sont en place, les expériences ont été analysées, et les structures et les éléments nécessaires pour les opérations d'influence, finalement, sont arrivés même au niveau section.